Le 18 juin 1973, 3 collégiens de Montpellier quittent la piscine municipale après leur cours de natation hebdomadaire. Marc Delattre, 14 ans, Julien Arnaud, 13 ans, et Éric Fontaine, 14 ans, ne rentreront jamais chez eux. Pendant 25 années, leurs familles vivront dans l'incertitude la plus absolue, sans corps, sans indice, sans réponse. 3 jeunes vies effacées en plein après-midi, dans une ville animée du sud de la France, sans que personne ne comprenne comment cela avait pu se produire. En 1998, lors de la démolition d'un ancien entrepôt désaffecté dans le quartier de la Paillade, des ouvriers font une découverte qui glacera le sang de toute la région. Derrière un faux mur, dissimulé dans un compartiment secret, 3 serviettes de bain soigneusement enroulées. Sur chacune d'elles, brodées avec soin par des mains maternelles, les initiales qui correspondaient exactement aux 3 garçons disparus un quart de siècle plus tôt. MD, JA et EF. Comment ces serviettes avaient-elles pu se retrouver là? Pourquoi quelqu'un les avait-il cachées avec tant de précaution? Et surtout, que révéleraient-elles sur le destin de ces 3 adolescents qui n'avaient jamais eu la chance de devenir adultes? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Montpellier, au début des années 70, était une ville en pleine expansion. La métropole languedocienne connaissait une croissance démographique importante, avec de nouveaux quartiers qui surgissaient aux périphéries. Le quartier de la Paillade, aujourd'hui connu sous le nom de la Mosson, était alors en construction, avec ses grands ensembles d'habitations qui devaient accueillir des milliers de familles venues chercher une vie meilleure dans le sud de la France. Marc Delattre était le fils unique de commerçants qui tenait une quincaillerie dans le centre historique de Montpellier, près de la place de la Comédie. C'était un garçon débrouillard, avec ce mélange de confiance et de prudence qui caractérisait les enfants habitués à observer le monde des adultes depuis le comptoir du magasin familial. Son père, Henri Delattre, était un homme respecté dans le quartier, membre de l'association des commerçants locaux. Sa mère, Colette, passait ses journées à tenir les comptes et à servir les clients avec cette efficacité chaleureuse propre aux boutiques familiales de l'époque. Julien Arnaud venait d'un milieu différent. Ses parents étaient tous 2 enseignants au lycée Joffre, l'établissement le plus prestigieux de la ville. Son père, Antoine Arnaud, professeur de mathématiques, et sa mère, Simone, professeure de lettres classiques, avaient inculqué à leur fils unique un amour profond pour les études. Julien était le plus studieux des 3 amis. Celui qui empruntait 3 livres à la bibliothèque municipale chaque semaine, celui qui posait des questions qui faisaient sourire les adultes par leur profondeur inattendue chez un enfant de 13 ans. Éric Fontaine était le plus athlétique du trio. Son père, Robert Fontaine, travaillait comme contremaître sur les chantiers de construction du nouveau quartier de la Paillade. C'était un homme aux mains calleuses, fier de son métier, qui rentrait chaque soir, couvert de poussière de ciment. Sa mère, Marie-Claire, travaillait à mi-temps comme aide-soignante à l'hôpital Saint-Éloi. Éric avait 2 sœurs cadettes, Sandrine et Valérie, âgées de 9 et 7 ans respectivement, qui adoraient leur grand frère et le suivaient partout quand il était à la maison. Les 3 garçons s'étaient rencontrés en 6e au collège Georges Clemenceau, un établissement qui accueillait environ 600 élèves dans le quartier des Beaux-Arts. Malgré leurs origines sociales différentes, ils étaient devenus inséparables. Leur amitié s'était consolidée autour d'une passion commune pour le football et les aventures imaginaires, inspirées par les romans de Jules Verne que Julien leur prêtait. Le cours de natation du lundi après-midi était devenu leur moment préféré de la semaine. La piscine municipale Pitot, située non loin de la gare Saint-Roch, était un bâtiment moderne construit dans les années 50. Avec ses lignes d'eau bleue et son odeur caractéristique de chlore, elle représentait pour ces adolescents un espace de liberté surveillé, où ils pouvaient s'amuser sous l'œil bienveillant de leur professeur d'éducation physique, M. Garnier. Ce lundi 18 juin 1973 s'annonçait comme une journée ordinaire.
Les examens de fin d'année étaient terminés, l'atmosphère au collège était détendue et les vacances d'été approchaient avec la promesse de longues journées de liberté. Personne ne pouvait imaginer que cette journée banale deviendrait le dernier jour où ces trois familles connaîtraient la normalité. La matinée du lundi 18 juin s'était déroulée sans incident particulier. Marc, Julien et Éric avaient assisté à leur cours habituel. Français avec Madame Leclerc, histoire-géographie avec Monsieur Valentin et sciences naturelles avec Madame Perrin. Pendant la récréation de 10 heures, ils s'étaient retrouvés comme toujours près du terrain de basket, parlant du match de football France-Pologne qui devait avoir lieu le lendemain pour la Coupe du Monde. Le cours de natation commençait à 14 heures. Les trois amis avaient mangé à la cantine du collège ce jour-là. Plusieurs camarades se souvenaient de les avoir vus ensemble à leur table habituelle, près des grandes fenêtres donnant sur la cour. Éric racontait une blague qui avait fait rire tout le groupe. Julien consultait un livre sur les inventions du XXe siècle. Marc partageait des bonbons à la réglisse qu'il avait pris dans le magasin de ses parents. À 13h30, le groupe d'élèves destinés au cours de natation s'était rassemblé dans le hall du collège. Ils étaient 22 ce jour-là, accompagnés par Monsieur Garnier et Mademoiselle Blanc, une jeune surveillante qui assurait l'encadrement supplémentaire. Le trajet jusqu'à la piscine Pitot prenait environ 15 minutes à pied. Les élèves marchaient en groupe, bavardant et riant, surveillés par les deux adultes qui fermèrent la marche. Plusieurs témoins avaient vu le groupe longer l'avenue de la gare. Madame Durand, qui tenait un magasin de fleurs sur le trajet, se souvenait particulièrement des trois garçons parce qu'ils s'étaient arrêtés devant sa vitrine pour admirer un énorme tournesol. Monsieur Fabien, retraité qui prenait le soleil sur un banc, avait échangé quelques mots avec Monsieur Garnier à propos de la chaleur inhabituelle pour la saison. Le cours de natation s'était déroulé normalement selon les déclarations de Monsieur Garnier et de tous les élèves présents. Les trois amis avaient nagé ensemble, pratiquant les exercices demandés avec leur enthousiasme habituel. Éric, le meilleur nageur du trio, aidait Julien à perfectionner son crawl. Marc s'entraînait au plongeon depuis le plot de départ sous les encouragements de ses camarades. À 15h30 précises, le cours s'était terminé. Les élèves s'étaient dirigés vers les vestiaires collectifs. C'est là que les souvenirs des témoins commençaient à diverger légèrement, non par contradiction, mais par la nature fragmentaire de la mémoire humaine confrontée à une journée qui semblait ordinaire. Sophie Martin, une camarade de classe, se souvenait avoir vu les trois garçons se sécher rapidement, pressés comme toujours. Thomas Lemoine, un autre élève, affirmait qu'Éric avait oublié son bonnet de bain dans les vestiaires et était revenu le chercher. Catherine Vidal se rappelait que Marc avait aidé un plus jeune élève à nouer ses lacets. Ce qui était certain, confirmé par plusieurs témoignages concordants, c'était que Marc, Julien et Éric étaient sortis de la piscine ensemble vers 15h45. Ils portaient leurs sacs de sport contenant leurs affaires de natation, leurs serviettes enroulées dépassant des fermetures éclairs. Monsieur Garnier les avait vus franchir la sortie du complexe aquatique. Il avait même crié à Marc de faire attention en traversant, une recommandation machinale qu'il répétait à tous ses élèves. Mademoiselle Blanc confirmait cette version. Elle se tenait près de l'entrée, comptant les élèves qui sortaient pour s'assurer que personne ne restait en arrière. Elle avait distinctement vu les trois amis partir ensemble, riant de quelque chose que disait Éric. C'était le dernier témoignage fiable. Monsieur Castellan, qui tenait un café-tabac à environ 50 mètres de la piscine, affirmait avoir vu trois garçons correspondant à leur description passer devant son établissement autour de 15h50. Ils marchaient normalement, sans montrer de signes d'inquiétude ou de hâte particulière. Madame Olivier, habitante d'un immeuble situé rue de la République, pensait avoir aperçu trois adolescents avec des sacs de sport, tournant au coin de sa rue vers 16h. Mais elle n'en était pas absolument certaine, car elle regardait par la fenêtre tout en repassant du linge. Après cela, plus rien. Trois adolescents s'étaient évaporés dans l'après-midi ensoleillé d'une ville active. Aucun cri, aucune trace de lutte, aucun témoin direct de quoi que ce soit d'inhabituel. À 17h, Colette Delattre commençait à s'inquiéter.
Marc rentrait habituellement vers 16h30 les lundis après son cours de natation. Elle avait téléphoné au collège, mais la ligne était occupée. À 17h30, elle avait appelé les Arnaud, puis les Fontaine. Aucun des trois garçons n'était rentré. À 18h, Henri Delattre avait fermé la quincaillerie plus tôt et était parti vérifier le trajet habituel de son fils. Il avait marché de la piscine jusqu'à leur appartement, scrutant chaque ruelle, interrogeant les commerçants qu'il connaissait. Personne n'avait vu Marc. À 18h30, Antoine Arnaud s'était présenté au commissariat central de Montpellier, accompagné de Robert Fontaine. L'agent de permanence avait d'abord évoqué la possibilité que les garçons soient simplement allés jouer quelque part, oubliant l'heure. Mais devant l'insistance des deux pères, qui connaissaient le caractère responsable de leur fils, la procédure de disparition de mineurs avait été officiellement enclenchée à 19h. Les premières 48 heures avaient été un tourbillon d'activités frénétiques. La police de Montpellier avait mobilisé des effectifs importants pour retrouver les trois collégiens. Des équipes avaient ratissé méthodiquement tous les parcs, terrains vagues, berges du Lez et bâtiments abandonnés dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de la piscine et du collège. Le commissaire Berthelot, un homme d'expérience qui dirigeait l'enquête, avait organisé des interrogatoires systématiques. Tous les élèves présents au cours de natation avaient été entendus, ainsi que M. Garnier et Mlle Blanc. Les commerçants, situés sur le trajet possible entre la piscine et les domiciles des garçons, avaient été questionnés. Des avis de recherche avec les photographies scolaires des trois adolescents avaient été diffusés dans toute la région. Les parents vivaient dans un état second. Colette Delattre ne dormait plus, passant ses nuits assise près du téléphone, priant pour qu'il sonne avec une bonne nouvelle. Henri fermait la quincaillerie chaque après-midi pour participer aux recherches bénévoles organisées par les habitants du quartier. Des dizaines de personnes s'étaient portées volontaires, formant des groupes qui exploraient systématiquement chaque recoin de la ville. Simone Arnaud avait transformé leur salon en centre de coordination. Elle avait épinglé une grande carte de Montpellier sur le mur, marquant avec des punaises de couleur chaque zone déjà fouillée, chaque témoignage recueilli, chaque piste explorée. Antoine passait ses journées à compiler des listes, à téléphoner, à organiser. L'activité compulsive était leur seule défense contre la terreur paralysante qui menaçait de les consumer. Marie-Claire Fontaine s'était effondrée le 3e jour. L'hôpital où elle travaillait lui avait accordé un congé exceptionnel. Elle restait prostrée sur le lit d'Éric, serrant contre elle le maillot de football que son fils avait laissé sur sa chaise. Robert oscillait entre rage impuissante et désespoir muet. Ses collègues du chantier avaient organisé une collecte pour financer l'impression de tracts supplémentaires. La théorie initiale de la police était que les trois garçons avaient fait une fugue ensemble. Mais cette hypothèse ne tenait pas. Aucun des trois n'avait emporté de vêtements, d'argent significatif ou d'objets personnels. Leur chambre était intacte, leurs affaires à leur place habituelle. De plus, leur personnalité ne correspondait pas au profil de fugueur. Marc était un fils dévoué, qui aidait régulièrement ses parents au magasin. Julien était un élève exemplaire qui attendait avec impatience les résultats de ses examens. Éric était passionné par sa famille et comptait les jours avant les vacances qu'il devait passer chez sa grand-mère en Ardèche. L'enquête avait exploré d'autres pistes. Un pédophile connu résidait dans le quartier de la Paillade. Il avait été interrogé longuement, son appartement fouillé minutieusement. Son alibi pour le 18 juin avait été vérifié et confirmé. Il travaillait ce jour-là dans une usine de confection, avec témoignages de ses collègues et fiches de pointage à l'appui. Un homme avait été signalé rôdant près de la piscine les semaines précédentes. Les investigations avaient révélé qu'il s'agissait d'un père divorcé, qui venait simplement observer sa fille pendant ses cours de natation, n'ayant pas le droit de la voir suite à une décision de justice. Son emploi du temps le jour de la disparition était également documenté. Les mois passaient dans une agonie sans fin. L'été 1973 avait été le plus long et le plus sombre que ces familles aient jamais connu. Les plages méditerranéennes toutes proches restaient désertes pour elles,
alors que la ville entière semblait profiter du soleil et des vacances. La rentrée de septembre était arrivée sans les trois garçons. Leurs places vides dans les salles de classe du collège Georges Clemenceau étaient comme des blessures ouvertes. À Noël, 6 mois après la disparition, les familles s'étaient réunies dans l'église Saint-Roch pour une messe spéciale. Le père Gérard, ému aux larmes, avait prié pour le retour des enfants. La communauté entière était présente, unie dans la douleur et l'espoir qui s'amenuisaient. Les années s'étaient succédé avec leur lot de faux espoirs et de désillusions. En 1975, un corps d'adolescent avait été retrouvé dans un canal près de Sète. Pendant 48 heures atroces, les 6 parents avaient vécu dans la terreur de l'identification. Ce n'était pas l'un de leurs fils. Le soulagement mêlé de culpabilité était insupportable. En 1978, un homme s'était présenté au commissariat, affirmant avoir vu les 3 garçons monter dans une camionnette blanche le jour de leur disparition. L'enquête avait révélé qu'il s'agissait d'un mythomane cherchant attention et reconnaissance. Ces déclarations ne correspondaient à aucun élément factuel du dossier. Le commissaire Berthelot avait pris sa retraite en 1982. Avant de partir, il avait convoqué les 6 parents pour une réunion douloureuse. Il leur avait expliqué, avec une franchise brutale mais nécessaire, que sans nouveaux éléments, le dossier serait classé en affaire non résolue. Il continuerait d'être accessible aux enquêteurs, mais les recherches actives ne pouvaient plus mobiliser les ressources du commissariat indéfiniment. Les 3 familles avaient continué à se voir régulièrement, liées par un traumatisme que personne d'autre ne pouvait vraiment comprendre. Elles commémoraient ensemble l'anniversaire de la disparition chaque 18 juin. Elles se soutenaient lors des dates difficiles, les anniversaires que les garçons ne célébraient pas, les fêtes de famille, où leur absence criait plus fort que n'importe quel mot. Henri et Colette Delattre avaient transformé la chambre de Marc en sanctuaire. Tout restait exactement comme le dernier jour. Les posters de footballeurs sur les murs, les livres sur l'étagère, même les devoirs que Marc n'avait jamais rendus. Ils maintenaient cet espace figé dans le temps, comme si leur fils pouvait franchir la porte à tout moment. Antoine et Simone Arnaud avaient finalement accepté, après 10 années de torture psychologique, de ranger les affaires de Julien. Ils les avaient soigneusement emballés dans des cartons étiquetés, entreposés dans leur grenier. C'était leur façon d'essayer de continuer à vivre tout en gardant précieusement la mémoire de leur enfant. Robert Fontaine était devenu une ombre de lui-même. L'homme robuste et jovial s'était transformé en silhouette voûtée qui accomplissait mécaniquement ses tâches quotidiennes. Marie-Claire avait repris son travail à l'hôpital, trouvant dans le soin aux autres un échappatoire à sa propre souffrance. Sandrine et Valérie, maintenant adultes, portaient le poids invisible d'avoir grandi dans une maison hantée par l'absence de leur frère. En 1998, 25 années s'étaient écoulées. Marc aurait eu 39 ans, Julien 38, Éric 39. Les parents étaient maintenant des personnes âgées. Henri Delattre, 68 ans, avait transmis la quincaillerie à un neveu. Robert Fontaine, 65 ans, était en retraite anticipée depuis 3 ans. Simone et Antoine Arnaud, tous 2 sexagénaires, enseignaient encore, mais envisageaient leur propre retraite. Ils avaient appris à vivre avec l'absence de réponse, même si la question continuait à les ronger. Que s'était-il passé ce 18 juin 1973 ? Le quartier de la Paillade avait connu bien des transformations depuis les années 70. Les grands ensembles construits dans l'optimisme de l'expansion urbaine avaient vieilli, certains mal, d'autres mieux selon les efforts de rénovation entrepris. En 1998, la municipalité de Montpellier avait lancé un vaste programme de réhabilitation urbaine qui incluait la démolition de plusieurs bâtiments vétustes pour faire place à de nouvelles constructions plus adaptées. Parmi ces bâtiments condamnés figurait un ancien entrepôt désaffecté situé rue de la Croix-Rouge. Cette structure massive en béton avait été construite au début des années 70 pour servir d'entrepôt de matériaux de construction pendant l'édification du quartier. Après l'achèvement des travaux majeurs vers 1976, l'entrepôt avait été progressivement abandonné.
Une entreprise de textile l'avait utilisé sporadiquement comme espace de stockage entre 1978 et 1983, puis le bâtiment était resté vide et négligé. Les squatteurs l'avaient occasionnellement occupé, les tags recouvraient ses murs extérieurs et la végétation sauvage envahissait ses abords. C'était devenu un de ces lieux que les habitants du quartier évitaient, associés à la délinquance et à l'insécurité. Plusieurs fois, la police avait dû intervenir pour en déloger des occupants illégaux ou éteindre des feux allumés par des sans-abri cherchant à se réchauffer. Le jeudi 12 mars 1998, les travaux de démolition avaient commencé. L'entreprise Demolux, spécialisée dans les démolitions contrôlées, avait mobilisé une équipe de 8 ouvriers supervisés par le chef de chantier Pascal Guérin, un homme méthodique qui travaillait dans le secteur depuis 25 ans. Les premiers jours avaient été consacrés au désamiantage et à la sécurisation du site. Les ouvriers retiraient systématiquement tous les matériaux potentiellement dangereux avant de procéder à la démolition structurelle. Le lundi 16 mars, l'équipe s'était attaquée au déblayage de l'aile est du bâtiment, celle qui avait servi de zone de bureau administratif quand l'entrepôt était encore en activité. C'est Karim Meziane, 28 ans, ouvrier spécialisé dans le tri des matériaux récupérables, qui avait fait la découverte. Il travaillait dans ce qui semblait avoir été un petit bureau au fond d'un couloir du premier étage. Les murs présentaient des traces d'humidité et de moisissure après tant d'années d'abandon. Karim démontait méthodiquement les cloisons en placo-plâtre quand il avait remarqué quelque chose d'inhabituel. Derrière une armoire métallique rouillée fixée au mur, le placo-plâtre sonnait creux. Intrigué, Karim avait appelé son collègue Thierry Bonnet pour l'aider à déplacer l'armature métallique. Une fois l'armoire enlevée, ils avaient constaté que le mur derrière comportait une section de placo-plâtre, visiblement ajoutée après la construction initiale. Le travail était grossier, comme si quelqu'un avait voulu créer rapidement un compartiment dissimulé. Karim avait utilisé son pied de biche pour briser le panneau. Un petit espace d'environ 50 cm de profondeur avait été aménagé en creusant partiellement le mur porteur. Et là, dans la pénombre poussiéreuse, 3 objets cylindriques enroulés, des serviettes de bain. Karim les avait sortis avec précaution, perturbés par leur présence incongrue. Elles étaient sales, couvertes de poussière, mais relativement bien préservées grâce aux compartiments qui les avaient protégées de l'humidité ambiante. Ce qui l'avait vraiment alerté, c'étaient les initiales brodées sur chacune d'elles. MD en fil bleu sur une serviette à rayures jaunes et blanches, JA en fil rouge sur une serviette verte, EF en fil noir sur une serviette bleue. Pascal Guérin, appelé immédiatement, avait pris la situation très au sérieux. En 25 ans de carrière, il avait déjà fait des découvertes inhabituelles lors de démolitions, des objets anciens, des documents oubliés, même une fois un coffre-fort contenant de vieux billets. Mais des serviettes cachées avec des initiales, cela sentait quelque chose de plus troublant. Son instinct lui disait que cela pouvait avoir un lien avec une affaire criminelle. Il avait immédiatement ordonné l'arrêt des travaux dans cette section du bâtiment et téléphoné à la police. À 14h30, 2 agents en uniforme s'étaient présentés sur le chantier. Devant les serviettes et les circonstances de leur découverte, ils avaient contacté leur supérieur. À 16h, le lieutenant Sandrine Marchetti, de la brigade criminelle de Montpellier, était sur place, accompagné d'un technicien de la police scientifique. Le lieutenant Marchetti, 42 ans, 15 années d'expérience dans la police judiciaire, avait examiné attentivement la scène. Le compartiment secret, la manière dont les serviettes avaient été soigneusement enroulées et cachées, tout indiquait une dissimulation intentionnelle. Elle avait fait photographier la scène sous tous les angles avant de faire emballer les serviettes comme pièces à conviction. De retour au commissariat, elle avait consulté les archives à la recherche d'affaires non résolues impliquant des objets similaires. C'est là qu'elle était tombée sur le dossier du 18 juin 1973. 3 collégiens disparus après un cours de natation, disparus avec leurs affaires, incluant leurs serviettes de bain. Les âges correspondaient, l'époque aussi.
Les initiales MDJAUF correspondaient exactement à Marc Delattre, Julien Arnaud, Éric Fontaine. Le lieutenant Marchetti avait senti un frisson lui parcourir l'échine. Après 25 années, le premier indice concret venait peut-être de refaire surface. Le lendemain matin, le mardi 17 mars 1998, le lieutenant Sandrine Marchetti avait convoqué une réunion d'urgence avec le capitaine Laurent Dubosc, responsable de la brigade criminelle. Le dossier de la disparition des 3 collégiens, épais de plusieurs centaines de pages, accumulées au fil des années, trônait sur le bureau entre eux. La première étape consistait à confirmer que ces serviettes appartenaient bien aux 3 garçons disparus. Sandrine avait pris contact avec les familles. La démarche était délicate. Comment annoncer qu'après 25 ans de silence, un élément lié à leur fils avait été retrouvé sans créer de faux espoirs, ni raviver inutilement des traumatismes? Henri Delattre, maintenant veuf depuis 4 ans, Colette étant décédée d'un cancer en 1994, s'était présenté au commissariat le mercredi matin. Ses mains tremblaient quand le lieutenant Marchetti lui avait montré les photographies de la serviette aux rayures jaunes et blanches, avec les initiales MD. « C'est elle », avait-il murmuré, sa voix brisée par l'émotion. Colette l'avait achetée au marché des Arceaux. Elle avait brodé les initiales elle-même. Marc la trouvait un peu ridicule avec ses couleurs vives, mais elle insistait pour qu'il la prenne, pour qu'on puisse la reconnaître facilement à la piscine. Simone et Antoine Arnaud étaient devenus ensemble, se tenant par la main comme s'ils craignaient que l'un s'effondre sans le soutien de l'autre. La serviette verte avec le J.A. rouge avait déclenché les larmes de Simone. « Je l'avais achetée parce que vert était sa couleur préférée », avait-elle expliqué entre 2 sanglots. Il disait que ça lui rappelait la forêt des romans d'aventure qu'il aimait tant. Robert et Marie-Claire Fontaine, eux aussi, avaient formellement identifié la serviette bleue d'Éric. Le fil noir des initiales EF avait été choisi par leur fils lui-même, qui voulait que ça fasse sérieux comme pour un footballeur professionnel. Les identifications positives déclenchaient officiellement la réouverture du dossier. Le capitaine Dubosc avait assigné une équipe complète à l'affaire, le lieutenant Marchetti comme enquêtrice principale, assistée des brigadiers Thomas Leroy et Nathalie Petit. Le docteur Fabrice Arnoux, médecin légiste expérimenté, était chargé d'analyser les serviettes. Les premiers résultats de l'analyse scientifique étaient arrivés le vendredi 20 mars. Les serviettes présentaient des traces de sang, partiellement dégradées par le temps, mais toujours analysables grâce aux nouvelles techniques d'ADN qui n'existaient pas en 1973. Le docteur Arnoux avait identifié des traces appartenant à 3 individus différents sur les 3 serviettes. Plus troublant encore, une analyse complémentaire avait révélé des fragments de textiles provenant des serviettes mélangées à d'autres matériaux dans le compartiment secret. Des éclats de verre microscopiques, des particules de béton frais et surtout de minuscules fragments d'os humains. Cette dernière découverte avait transformé l'enquête. Il ne s'agissait plus simplement d'une disparition, mais très probablement d'un homicide triple. Les fragments osseux, bien que très petits et dégradés, correspondaient à des ossements d'adolescents, selon l'analyse préliminaire du docteur Arnoux. Le lieutenant Marchetti avait organisé une fouille méthodique de l'entrepôt en démolition. Une équipe de la police scientifique, équipée de détecteurs et d'outils spécialisés, avait passé au peigne fin chaque mètre carré du bâtiment. Les travaux de démolition étaient suspendus indéfiniment, transformant le chantier en scène de crime potentiel. Parallèlement, Sandrine avait entrepris de reconstituer l'historique complet de ce bâtiment. Qui l'avait construit? Qui y avait travaillé? Qui y avait eu accès entre 1973 et aujourd'hui? Les archives municipales révélaient que la construction de l'entrepôt avait débuté en 1971 et s'était achevée en 1972. L'entreprise Bâtiment Méditerranée, qui n'existait plus depuis sa faillite en 1981, en avait assuré la construction. Le gardien officiel du bâtiment, entre 1972 et 1976, était un certain Fernand Collin.
Ce nom avait fait tiquer le brigadier Thomas Leroy. Consultant les archives de l'enquête originale de 1973, il avait découvert une note marginale. Fernand Collin avait été brièvement mentionné dans le dossier. Pas comme suspect, mais comme personne ressource. Il était le gardien de l'entrepôt situé rue de la Croix-Rouge. Le même bâtiment. En 1973, Fernand Collin, alors âgé de 38 ans, avait été interrogé dans le cadre du ratissage systématique du quartier. Son témoignage, consigné dans un procès-verbal daté du 23 juin 1973, indiquait qu'il n'avait rien remarqué d'inhabituel le 18 juin. Il travaillait à l'entrepôt ce jour-là, gérant les entrées et sorties de marchandises. Rien de plus. Sandrine avait immédiatement lancé des recherches sur Fernand Collin. Les registres indiquaient qu'il avait quitté son poste de gardien en novembre 1973, officiellement pour raison de santé. Il avait ensuite disparu des radars administratifs. Pas de nouvelle adresse déclarée, pas de nouvel emploi répertorié, pas de demande d'allocation, rien. Une vérification auprès des services de l'état civil révélait que Fernand Collin était décédé le 8 février 1974 dans un accident de la route près de Perpignan. Sa voiture avait quitté une route de montagne par mauvais temps et avait fait une chute de 50 mètres dans un ravin. Le corps, gravement brûlé dans l'incendie du véhicule, avait été identifié grâce aux papiers retrouvés dans l'épave et à des effets personnels. Aucun autre véhicule n'était impliqué. Le rapport de gendarmerie concluait à un accident causé par une vitesse excessive et des conditions météorologiques dégradées. Cette coïncidence temporelle était troublante. Un homme qui travaillait dans le bâtiment où les serviettes avaient été cachées, qui avait quitté son poste 5 mois après la disparition des garçons et qui était mort dans un accident 3 mois plus tard. Sandrine avait retrouvé la trace de Geneviève Collin, la veuve de Fernand. Elle vivait maintenant dans une maison de retraite à Sète. Âgée de 83 ans, elle souffrait de problèmes de mémoire, mais certains jours étaient meilleurs que d'autres selon le personnel soignant. L'entrevue, organisée le mardi 24 mars en présence d'une infirmière, avait été éprouvante. Geneviève Collin était une femme fragile, au regard souvent absent. Mais quand Sandrine avait mentionné l'année 1973, quelque chose s'était éveillé dans ses yeux. Fernand avait changé cet été-là, avait-elle murmuré. Il ne dormait plus. Il se réveillait en sursaut, couvert de sueur. Il buvait, ce qu'il ne faisait jamais avant. Quand je lui demandais ce qui n'allait pas, il me disait que c'était le travail, la pression, les responsabilités. Mais je savais que c'était plus que ça. « Vous vous souvenez de quelque chose de spécifique ?» avait demandé Sandrine avec douceur. Geneviève avait fermé les yeux, cherchant dans sa mémoire défaillante. Il y avait ce soir, fin juin ou début juillet, je ne sais plus exactement. Il était rentré très tard, ses vêtements étaient sales, couverts de poussière de ciment. Il m'avait dit qu'il y avait eu un problème à l'entrepôt, qu'il avait dû réparer quelque chose, mais il tremblait. Je ne l'avais jamais vu trembler comme ça. A-t-il dit quelque chose d'autre? Pas ce soir-là, mais les semaines suivantes, il parlait de déménager. De quitter Montpellier, d'aller loin, peut-être dans le nord. Il disait qu'il ne supportait plus le sud, la chaleur, cette ville, ça ne lui ressemblait pas. Il était né ici, toute sa famille était ici. Sandrine avait senti son pouls s'accélérer. Quand a-t-il quitté son travail exactement? Novembre. Il m'a dit que son dos le faisait trop souffrir, qu'il ne pouvait plus porter de charges lourdes. Le médecin lui avait fait un certificat, mais son dos allait bien, c'était sa tête qui était malade. Vous a-t-il parlé de 3 garçons qui avaient disparu en juin? Le visage de Geneviève s'était assombri. Tout le monde en parlait à Montpellier. C'était terrible. Fernand suivait l'affaire dans les journaux, il les lisait et relisait. Un jour, je l'ai trouvé en train de pleurer en regardant leurs photos dans le journal. Il m'a dit « Ces pauvres familles, elles ne sauront jamais ». J'ai trouvé ça étrange, cette formulation. Pourquoi ne sauront jamais et pas « j'espère qu'on les retrouvera ». Ces déclarations plaçaient Fernand Collin au cœur de l'enquête.
Un homme qui travaillait dans le bâtiment où les serviettes avaient été cachées, qui avait montré des signes de détresse psychologique peu après la disparition, qui avait quitté son emploi et qui était mort dans des circonstances finalement pratiques pour quelqu'un voulant échapper à son passé. Mais Fernand Collin était mort depuis 24 ans. S'il était l'auteur du crime, la justice ne pourrait jamais le juger. Cependant, comprendre ce qui s'était passé restait crucial pour les familles. Le lieutenant Marchetti avait approfondi l'investigation sur Fernand Collin, interrogeant d'anciens collègues, des voisins, toute personne l'ayant connu. L'image qui émergeait était celle d'un homme ordinaire, plutôt solitaire, sans histoire judiciaire, sans signalement négatif particulier. Plusieurs personnes mentionnaient qu'il était différent après l'été 1973, mais personne n'aurait imaginé qu'il puisse être impliqué dans quelque chose de criminel. Le jeudi 2 avril 1998, la percée décisive était venue d'une source inattendue. Rémi Collin, le fils de Fernand, âgé maintenant de 52 ans, s'était présenté spontanément au commissariat après avoir lu dans le journal que la police enquêtait sur l'ancien entrepôt où son père avait travaillé. Rémi vivait à Lyon depuis 30 ans. Il avait quitté Montpellier peu après la mort de son père, incapable de supporter les souvenirs douloureux. Il était devenu comptable, s'était marié, avait eu 2 enfants, avait construit une vie normale, loin de son passé. Mais il portait un secret qui le rongeait depuis 25 ans. Installé dans une salle d'interrogatoire, face au lieutenant Marchetti et au capitaine Dubosc, Rémi avait commencé son récit d'une voix tendue par l'émotion contenue pendant un quart de siècle. « Je dois vous raconter quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Quelque chose qui me hante chaque jour depuis le 18 juin 1973. » Il avait marqué une pause, cherchant ses mots, les mains crispées sur la table. Ce jour-là, j'avais 27 ans. Je travaillais comme aide-comptable dans une petite entreprise du centre-ville. J'habitais encore chez mes parents. Mon père était gardien de cet entrepôt rue de la Croix-Rouge. Parfois, je passais le voir pendant ma pause déjeuner. On mangeait ensemble dans son petit bureau. Le 18 juin, je suis arrivé à l'entrepôt vers 15h45. Mon père n'était pas dans son bureau comme d'habitude. J'ai entendu des bruits venant du fond du bâtiment, de l'aile qui servait aux bureaux administratifs. Je me suis dirigé par là, pensant le trouver en train de faire des réparations. Rémi s'était interrompu, sa respiration devenant irrégulière. Le lieutenant Marchetti avait posé doucement une main sur la table en signe d'encouragement. Quand je suis arrivé au bout du couloir, j'ai entendu ma voix, mon père parlait fort, presque crier, et d'autres voix, plus jeunes. Des voix d'adolescents qui protestaient, qui avaient peur. J'ai regardé par l'entrebâillement d'une porte et j'ai vu. Les larmes avaient commencé à couler sur le visage de Rémi. J'ai vu 3 garçons avec des sacs de sport. Ils étaient terrifiés. Mon père les tenait. Non, ce n'est pas exact. Il ne les tenait pas physiquement. Mais il y avait une sorte de tuyau de plomb dans sa main. Et les garçons n'osaient pas bouger. Ils pleuraient, ils suppliaient. L'un d'eux, le plus grand, demandait pourquoi ce qu'ils avaient fait de mal, pourquoi il les retenait. « Qu'avez-vous fait ?» avait demandé Sandrine, maintenant sa voix professionnellement neutre malgré l'horreur qui montait. J'ai paniqué. Je me suis caché dans un recoin du couloir, paralysé. J'entendais mon père leur dire de se taire, qu'il allait réfléchir, qu'il ne voulait pas leur faire de mal, mais qu'il l'avait vu. Et maintenant, il ne savait plus quoi faire. Je ne comprenais pas de quoi il parlait. Qu'avait-il vu ? Mon père criait qu'il ne voulait pas aller en prison, que c'était un accident, qu'il devait comprendre. Les garçons étaient de plus en plus hystériques. L'un d'eux a tenté de s'échapper. J'ai entendu un bruit sourd, puis un cri, puis plus rien. Le silence dans la salle d'interrogatoire était insoutenable. Je suis resté caché pendant, je ne sais pas combien de temps. 1 heure peut-être, peut-être plus. J'entendais mon père aller et venir, déplacer des choses, parler tout seul. À un moment, j'ai entendu des bruits de construction, comme s'il cassait un mur puis le reconstituait. Quand tout est redevenu silencieux, j'ai attendu encore, trop terrifié pour bouger. Finalement, je me suis enfui. Je suis rentré chez nous en courant. Ma mère n'était pas là, elle était chez ma tante pour l'après-midi. J'ai vomi dans les toilettes, j'ai pleuré, je ne savais pas quoi faire.
C'était mon père. Mon père qui m'avait élevé, qui m'avait appris à faire du vélo, qui venait à tous mes matchs de football quand j'étais enfant. Quand il est rentré ce soir-là, vers 20 heures, il était calme, trop calme. Il m'a regardé et il a compris que je savais. Nous ne nous sommes rien dit. Nous avons mangé en silence avec ma mère. Et après, quand elle est allée se coucher, il m'a parlé. Rémi avait essuyé ses larmes avec sa manche. Il m'a expliqué qu'il avait un problème de jeu, qu'il devait beaucoup d'argent à des gens dangereux, qu'il avait détourné des matériaux de construction de l'entrepôt pour les revendre et payer ses dettes. Ces 3 garçons étaient passés près de l'entrepôt au mauvais moment. Ils l'avaient vu charger des sacs de ciment dans une camionnette qui n'était pas celle de l'entreprise. Ils lui avaient posé des questions, innocemment, sans comprendre ce qu'ils voyaient vraiment. Mais mon père avait paniqué. Il les avait fait entrer dans l'entrepôt, pensant leur expliquer, les convaincre de ne rien dire. Mais plus ils parlaient, plus ils se rendaient compte que c'était sans issue. Ces enfants n'allaient pas garder le secret. Ils allaient en parler à leurs parents, à leurs professeurs. Mon père allait perdre son travail, être poursuivi pour vol, peut-être aller en prison. Et les gens auxquels il devait de l'argent ne lui feraient pas de cadeau. Il m'a dit qu'il n'avait pas voulu ça. Qu'un des garçons avait essayé de partir en courant et qu'il l'avait frappé avec le tuyau pour l'arrêter. Le coup avait été plus fort que prévu. Le garçon était tombé et ne bougeait plus. Les 2 autres étaient devenus hystériques. Mon père avait perdu tout contrôle. Il m'a dit qu'il ne se souvenait plus exactement de ce qui s'était passé ensuite, comme un brouillard rouge. Le capitaine Dubosc avait pris la parole. Qu'a-t-il fait des corps? Il les a enterrés dans les fondations de l'entrepôt. Il y avait une section qui devait être bétonnée le lendemain pour renforcer une partie du sous-sol. Il a travaillé toute la nuit. Il a creusé, il a déposé les corps, il a coulé le béton lui-même. Personne ne s'est douté de rien le lendemain quand l'équipe de construction est arrivée. Mon père était là comme d'habitude et le béton était sec. Et les serviettes? Avait demandé Sandrine. Il ne pouvait pas les enterrer avec les corps. C'était trop reconnaissable. Il les a gardés d'abord, ne sachant pas quoi en faire. Puis quelques jours plus tard, il a créé cette cachette dans le mur du bureau. Il voulait les garder comme, je ne sais pas, comme une forme de pénitence peut-être, pour ne jamais oublier ce qu'il avait fait. Pourquoi n'avez-vous rien dit? La question de Sandrine était directe, mais sans jugement. Parce que c'était mon père, parce que je l'aimais malgré ce qu'il avait fait. Parce que je me disais que révéler la vérité ne ramènerait pas ces garçons, parce que j'avais 27 ans et que j'étais lâche. J'ai vécu avec cette lâcheté pendant 25 ans. Après sa mort dans l'accident, j'ai pensé que c'était une forme de justice, qu'il avait payé d'une certaine façon. Je me trompais. La justice, c'était de dire la vérité aux familles de ses enfants. Je suis désolé. Je suis tellement désolé d'avoir attendu si longtemps. Le témoignage de Rémi Colling permettait de reconstituer les événements du 18 juin 1973 avec une précision terrible. Les 3 amis, après avoir quitté la piscine, avaient pris un chemin légèrement différent de leur trajet habituel. Peut-être pour raccourcir, peut-être simplement par caprice d'adolescents profitant d'un bel après-midi. Ils étaient passés près de l'entrepôt au moment précis où Fernand Collin chargeait illégalement des matériaux. Une coïncidence tragique. Une rencontre au mauvais endroit, au mauvais moment. Des questions innocentes d'enfants curieux. Et la panique d'un homme acculé par ses dettes et ses mauvaises décisions. Les fouilles du sous-sol de l'entrepôt, menées avec des équipements de détection sophistiqués, avaient confirmé la présence de restes humains sous une dalle de béton dans la section exacte décrite par Rémi. L'exhumation, effectuée avec un soin respectueux, avait révélé les squelettes de 3 adolescents. Les analyses ADN, comparées aux échantillons fournis par les familles, avaient formellement identifié Marc Delattre, Julien Arnaud et Éric Fontaine. Après 25 ans, les 3 amis rentraient enfin chez eux. Le vendredi 17 avril 1998, le lieutenant Marchetti avait convoqué les familles pour leur communiquer officiellement les résultats de l'enquête. Henri Delattre, accompagné de son neveu qui avait repris la quincaillerie, Antoine et Simone Arnaud, se tenant par la main comme ils l'avaient fait pendant toutes ces années difficiles.
Robert et Marie-Claire Fontaine, avec leurs filles Sandrine et Valérie maintenant adultes. Sandrine leur avait expliqué avec tous les ménagements possibles ce qui s'était passé ce 18 juin 1973. Comment leur fils était mort, non pas parce que quelqu'un leur voulait du mal spécifiquement, mais parce qu'ils avaient eu la malchance d'être témoins d'un vol mineur. Comment un enchaînement de mauvaises décisions d'un homme désespéré avait transformé un incident banal en tragédie irréversible. Les réactions avaient été diverses, reflétant les différentes façons dont les êtres humains traitent le traumatisme et le deuil. Henri Delattre était resté silencieux longtemps après les explications. Puis il avait simplement dit « Au moins, maintenant, je sais. Colette est morte sans savoir. Je lui envie ça d'une certaine façon. Savoir est terrible, mais ne pas savoir était pire. Marc peut enfin avoir une sépulture digne. Je peux aller lui parler sur une tombe, pas dans le vide. » Simone Arnaud avait pleuré, mais c'était des larmes différentes de celles versées pendant 25 ans. Tout ça pour du ciment volé, avait-elle murmuré. Notre Julien, qui avait toute la vie devant lui, qui voulait devenir ingénieur, qui aimait les livres et les étoiles, tout ça pour du ciment. Antoine l'avait serré contre lui, son propre visage ravagé par une douleur renouvelée, mais aussi paradoxalement par un début de paix. Au moins, il n'a pas souffert longtemps, avait-il dit. C'est atroce à dire, mais pendant toutes ces années, j'imaginais des scénarios tellement pires. Robert Fontaine avait réagi avec une colère froide. 25 ans à chercher. 25 ans à imaginer que peut-être, quelque part, Éric était encore en vie. Qu'il avait perdu la mémoire, qu'il avait été enlevé, mais s'était échappé et ne retrouvait pas le chemin. Des fantasmes stupides, je le sais, mais c'était tout ce que nous avions, et pendant tout ce temps, il était là, à quelques kilomètres de notre maison, sous du béton. Marie-Claire avait posé sa main sur celle de son mari. Mais maintenant, on peut faire notre deuil correctement. On peut lui dire au revoir. Le cas de Rémi Colline avait posé un dilemme juridique complexe. Il n'avait pas commis le crime lui-même, mais sa non-dénonciation pendant 25 ans pouvait constituer une obstruction à la justice et une non-assistance à personne en danger, même si rétroactivement. Après consultation avec le procureur de la République, il avait été décidé de ne pas le poursuivre pénalement, considérant son témoignage volontaire après tant d'années et l'impossibilité de poursuivre l'auteur réel des faits, décédé depuis longtemps. Cependant, Rémi avait demandé à rencontrer les familles. Une rencontre qui avait été organisée dans un cadre neutre, au commissariat, avec la présence d'un psychologue. Face aux 6 parents et aux sœurs d'Éric, Rémi avait répété ce qu'il avait dit à la police, puis il avait ajouté « Je sais que mes excuses ne signifient rien. Je sais que mon silence vous a fait souffrir inutilement pendant toutes ces années. Je ne demande pas votre pardon. Parce que ce que j'ai fait est impardonnable. Je voulais juste que vous sachiez que pas un jour ne s'est passé sans que je pense à vos fils, sans que je regrette ma lâcheté. J'ai détruit ma propre vie en gardant ce secret. Ce n'est rien comparé à ce que vous avez enduré, mais c'est la seule punition que je peux offrir. » Henri Delattre l'avait regardé longuement. « Vous étiez jeune, vous étiez terrorisé. Votre père était un criminel, mais vous ne l'étiez pas. Je vous en veux. Bien sûr que je vous en veux. Mais je comprends aussi. Parfois, la peur nous transforme en personnes que nous ne voulons pas être. » Les funérailles des 3 adolescents avaient été organisées le samedi 2 mai 1998, 25 ans presque jour pour jour après leur disparition. La cérémonie s'était tenue à la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier, remplie à craquer. Toute la ville semblait s'être donné rendez-vous pour rendre hommage aux 3 garçons et à leurs familles. L'évêque avait parlé de justice tardive, mais justice quand même, de la capacité humaine à endurer des souffrances inimaginables, de l'espoir qui persiste même dans les ténèbres les plus profondes. 3 cercueils identiques, recouverts de fleurs blanches, étaient alignés devant l'autel. Marc Delattre avait été enterré au cimetière Saint-Lazare, dans le caveau familial à côté de sa mère Colette. Henri avait fait graver sur la pierre tombale « Marc Delattre, 1959-1973. Fils aimé, ami fidèle, tu nous as manqué chaque jour. »
Julien Arnaud reposait au cimetière protestant, selon les convictions religieuses de sa famille. La pierre tombale portait une citation de Jules Verne que Julien aimait particulièrement. « Tout ce qu'un homme peut imaginer, d'autres peuvent le réaliser. » En dessous. Julien Arnaud, 1960-1973. Son imagination illuminait nos vies. Éric Fontaine avait été enterré au cimetière de Selle-Neuve. Sa pierre tombale montrait un ballon de football gravé et les mots « Éric Fontaine, 1959-1973. Grand frère adoré, ami précieux, tu cours dans nos cœurs pour toujours. » Les trois tombes étaient devenues des lieux de recueillement non seulement pour les familles, mais pour toute la communauté qui avait vécu cette tragédie. Des anonymes venaient y déposer des fleurs, des messages, des petits jouets en mémoire de ces trois vies fauchées trop tôt. L'entrepôt de la rue de la Croix-Rouge avait finalement été démoli complètement. La municipalité avait décidé de transformer le terrain en parc public, avec 3 arbres plantés en mémoire de Marc, Julien et Éric. Une plaque commémorative rappelait leur histoire, non pas pour entretenir la douleur, mais pour honorer leur mémoire et rappeler la fragilité de la vie. Le collège Georges Clemenceau avait organisé une cérémonie spéciale. Une salle de bibliothèque avait été rebaptisée « Salle Marc Delattre, Julien Arnaud et Éric Fontaine ». Leurs anciennes photos de classe y étaient encadrées, entourées de citations inspirantes sur l'amitié, la jeunesse et l'espoir. Pour les familles, le processus de deuil pouvait enfin commencer véritablement. Pendant 25 ans, elles avaient vécu dans un état suspendu entre espoir et désespoir, ne pouvant ni vraiment pleurer leurs enfants, ni vraiment espérer leur retour. Maintenant, avec la certitude terrible mais libératrice de ce qui s'était passé, elles pouvaient entamer le difficile travail de reconstruction. Henri Delattre avait confié au lieutenant Marchetti lors d'une conversation quelques mois après les funérailles. « C'est étrange, la douleur n'est pas moins intense, mais elle est différente. Avant, c'était une douleur sauvage, incontrôlable, qui m'attaquait à tout moment sans prévenir. Maintenant, c'est une douleur domestiquée d'une certaine façon. Je sais où elle vit, je peux aller la visiter à la tombe, je peux lui parler. C'est toujours atroce, mais c'est devenu supportable. » Simone et Antoine Arnaud avaient créé une bourse d'études au nom de leur fils pour aider des jeunes talents en mathématiques et en sciences. Julien adorait apprendre, expliquait Simone. Si nous ne pouvons pas voir ce qu'ils seraient devenus, au moins nous pouvons aider d'autres jeunes à devenir ce qu'ils rêvent d'être. La famille Fontaine avait organisé un tournoi de football annuel en mémoire d'Éric, rassemblant des équipes de jeunes de tout Montpellier. Éric aimait le sport et la camaraderie, disait Robert. Ce tournoi, c'est notre façon de garder son esprit vivant. L'affaire avait aussi eu des répercussions plus larges sur la société. Elle avait relancé le débat sur les affaires non résolues et l'importance de ne jamais abandonner les investigations. La préfecture de l'Hérault avait créé une unité spéciale chargée de réexaminer périodiquement les dossiers de personnes disparues avec les nouvelles technologies disponibles. Le lieutenant Sandrine Marchetti était devenu capitaine. En partie grâce à son travail méticuleux sur cette affaire, elle gardait sur son bureau une photo des 3 garçons, non pas comme trophée macabre, mais comme rappel constant de pourquoi elle avait choisi ce métier. Pour apporter des réponses aux familles, pour rendre justice aux victimes, pour transformer le chaos de la violence en quelque chose qui ressemble même de loin à un ordre compréhensible. Rémi Collin avait déménagé dans le sud après avoir témoigné. Non pas pour fuir, mais au contraire pour se rapprocher de l'endroit où tout s'était passé. Il visitait régulièrement les 3 tombes, déposant des fleurs discrètement. Il n'avait jamais cherché à recontacter les familles après leur unique rencontre, respectant leurs besoins d'espace. Mais il avait consacré sa retraite anticipée au bénévolat auprès d'associations d'aide aux victimes, comme pour expier son silence de 25 ans. Les années continuaient à passer. Les blessures ne disparaissaient jamais complètement, mais elles devenaient des cicatrices que l'on pouvait porter avec une certaine dignité. Les familles se retrouvaient encore régulièrement,
liés pour toujours par cette tragédie partagée qui avait marqué leur vie de façon indélébile. Henri Delattre était décédé en 2003, à l'âge de 73 ans. Selon ses dernières volontés, il avait été enterré à côté de son fils Marc. Antoine Arnauld était parti en 2007, suivi par Simone en 2011. Robert et Marie-Claire Fontaine vivaient encore en 2015, visitant la tombe de leur fils chaque dimanche. L'histoire de Marc Delattre, Julien Arnauld et Éric Fontaine était devenue partie intégrante de la mémoire collective de Montpellier. Elle rappelait la fragilité de la vie, l'importance de la persévérance dans la recherche de vérité et le fait que même après des décennies, la justice et le closure peuvent émerger des ténèbres. Les 3 serviettes, qui avaient été le catalyseur de la résolution finale, étaient conservées dans les archives de la police judiciaire, témoins silencieux d'une tragédie qui avait marqué une génération entière. Elle rappelait que parfois les objets les plus banals pouvaient porter en eux le poids d'histoires extraordinaires, et que la vérité, aussi longue soit son chemin, finit toujours par trouver la lumière. Cette affaire nous montre comment un enchaînement de décisions prises dans la panique peut détruire plusieurs vies irrémédiablement. Elle illustre aussi la résilience extraordinaire des familles face au traumatisme et l'importance de ne jamais cesser de chercher des réponses, même quand l'espoir semble perdu. Qu'en pensez-vous? Avez-vous perçu les signes tout au long de ce récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête approfondie vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresserait également à ce type d'affaires.